jour, on se retrouve paralysé sur son canapé un dimanche matin, à plus savoir quoi faire et voilà, on appelle au secours, quoi. Et c'est le cœur qui est le cœur de votre vie. C'est-à-dire que tout ce parcours m'a emmené à découvrir que c'est vraiment l'amour qui est la première pierre qu'il faut mettre dans votre édifice de vie. Si on arrive à revenir sur le cycle de la nature d'une manière ou d'une autre, alors que du bonheur, que du bonheur. Il faut vivre dans l'imperfection. Dans l'imperfection matérielle, mais la perfection de la nature. La seule chose parfaite qu'on ne suit pas, c'est la nature. Mais on voudrait que tout le reste soit parfait. C'est quand même paradoxal. On n'est plus en lien avec le cosmos parce qu'on ne voit plus les étoiles le soir. Voilà, on coupe ce lien avec la nature. Philippe nous dévoile comment il a réorganisé sa vie après son burn-out, passant d'une vie professionnelle effrénée avec 75 vols d'avion par an à une vie plus écologique, reliée à la nature et à lui-même, lui apportant émerveillement au quotidien. Il vit dans sa maison en bois bioclimatique, dans un lieu en pleine nature propice au ressourcement et qui est devenu aussi un gîte. Il nous expliquera comment il tend vers le minimalisme et sa philosophie de vie slow life à consommer sans modération, comment son lien au vivant est source de bien-être et d'émerveillement au quotidien, et comment la naturopathie lui a permis d'accéder à d'autres niveaux de conscience et à plus de spiritualité. Nous explorons aussi le lien entre malaise sociétal, désastre écologique et la perte de connexion au vivant, et donc inévitablement aussi à soi-même. Dans un monde à 100 à l'heure, en perte de repères, qu'on dit connecté mais cruellement déconnecté au vivant, ces paroles sont pleines de bon sens et une vraie bouffée d'oxygène. Et si suivre les rythmes de la nature, c'était justement revenir à soi et suivre sa vraie nature? Je vis ici, chez moi, au quotidien. C'est là où j'ai fait ma reconversion. Ça n'a pas été facile. Alors, c'est là où j'ai fait ma reconversion suite à un burn-out. Donc il a fallu trouver le bon chemin, mais aujourd'hui je pense que je suis en bonne voie. Donc j'ai ouvert une chambre d'hôte. Donc j'accueille les gens principalement sur la saison estivale, mais je reçois aussi des professionnels en soirée étape de manière régulière. Voilà, j'habite ici dans une maison en bois qui a été construite il y a 14 ans avec l'aide d'un architecte et c'était une très belle aventure. L'idée c'était de faire quelque chose avec très peu d'empreinte écologique, on va dire, vis-à-vis de la nature. Travailler avec des matériaux très naturels, donc la maison est en bois, isolation en chanvre, paille par exemple. Travailler aussi dans un cadre de simplicité, donc j'avais en optique une simplicité volontaire. C'est pour ça que je n'ai pas de garage par exemple. Donc, la maison a très peu de rangement pour limiter l'objet dans l'environnement. J'ai été amené à suivre le projet d'un collègue qui lui était en train de mettre en place une maison à Ossature-Bois pour ses besoins et ça m'a mis en dynamique en disant mais pourquoi pas. Et puis j'ai commencé à chercher à créer un budget autour d'une maison bois et tout. Bon, je trouvais que c'était ma foi une bonne idée. Le bois, oui, parce que c'était un matériau noble, matériau naturel, et ça me rapprochait de la nature. Parce que je suis de la campagne, donc vous arriverez jamais à me faire vivre au cœur de Paris. À chaque fois que j'avais une réunion dans une grande ville, dès que je pouvais en sortir, j'étais content, quoi, pour revenir à la maison. Et on a travaillé sur l'orientation de la maison, sur les matériaux. J'ai travaillé sur les matériaux, c'est-à-dire que dans les fondations, l'isolation est en paille. Sur la toiture, l'isolation est en chanvre. Toutes les cloisons de distribution sont en bois. Il n'y a pas de BA13 par exemple. Les seuls minéraux, c'est au niveau de l'entrée de douche avec de la tomate, à l'entrée de la maison ou dans la cuisine. Pour le reste, c'est du bois partout. Dans les cloisons de distribution, il y a du feutre de jute
pour isoler phoniquement. Il y a un poêle pour les 100 mètres carrés, un poêle à bûche pour les 100 mètres carrés de la maison, qui suffit largement. Et puis voilà, c'est très faible consommation, même si c'est pas une maison passive. Je consomme 4 à 5 sternes l'année, donc je trouve que c'est relativement peu. Et j'ai encore des possibilités d'augmenter l'inertie thermique de la maison par l'intérieur. À savoir quand même que les murs ne font que 12 cm d'épaisseur, en bois massif. Il n'y a pas d'isolant ni extérieur ni intérieur. Voilà. Donc avec 12 cm, vous arrivez à avoir une maison qui vous tient au chaud, il n'y a pas de souci. Le burn-out, comme je disais, n'est pas venu, je dirais du jour, il est venu du jour au lendemain, mais il y avait des prémices quelques mois auparavant. Et je savais pertinemment qu'il fallait que je m'en accommode. C'est-à-dire que je commençais à avoir des douleurs au niveau du dos. Et j'ai un collègue ami qui pratiquait le shiatsu qui m'avait dit mais tu sais ce que ça veut dire? Je dis oui, je sais ce que ça veut dire. C'est quelque part le mal de dos, c'est en avoir plein le dos, des choses qu'on a du mal à supporter de plus en plus. Mais à l'époque, pour moi, c'était un compromis. J'acceptais la douleur tant que je pouvais continuer à travailler, à pratiquer ce que je faisais. J'aimais bien mon boulot, donc jusqu'au jour où le travail s'est dégradé, on ne m'offrait plus les possibilités de travailler comme je le souhaitais. Au contraire, on essayait même de me limiter. Et là, ne trouvant plus de plaisir à travailler, ça a été encore un petit peu. Les douleurs se sont, je dirais, renforcées, confirmées. Et puis un jour, ça a été la cassure. C'était un dimanche matin, j'étais sur mon canapé et j'avais la moitié du corps qui était paralysé. Donc voilà, ça s'est terminé comme ça. Mais en ayant pris conscience auparavant de ce décalage qui s'incrémentait, qui s'augmentait, ce gap qui était de plus en plus important entre mes aspirations et ce travail que j'arrivais plus à faire comme je le souhaitais, je savais quand j'étais sur ce canapé que même si c'était un mauvais moment à passer, je savais que je ne retournerais pas au bureau, que c'était fini et qu'il fallait, ma vie était en train de changer. Mais c'est pas forcément quelque chose qui est donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent en état de burn-out et que ils se retrouvent comme coincés quelque part. Soit ils tombent en dépression et c'est très compliqué parce qu'ils sont dans un marasme continu, ils ne peuvent pas s'en sortir. Soit ils ne veulent pas accepter, ils sont dans le déni et malgré le burn-out, ils revont au travail, c'est du surmenage, mais on voit bien que c'est burn-out sur burn-out ou c'est burn-out, cancer, burn-out, cancer. La maladie peut être de plus en plus grave. Moi j'ai un collègue, un ancien collègue, c'est ça, c'est ce qu'il fait. Il a fait un burn-out, il a fait un cancer, mais c'était pas son travail. Et c'était pas ça. Donc il est retourné au travail malgré tout. Il a refait un burn-out, il a refait un cancer. Parce que la maladie lui indique un autre chemin qu'il ne veut pas prendre. Et il n'a pas fait encore cette prise de conscience où il ne veut pas la faire. Et c'est ça en fait. Chacun vit un burn-out complètement différemment. Moi j'ai la chance quelque part d'en avoir pris conscience avant que je pouvais arriver au burn-out. Et le jour où c'est arrivé, et je savais précisément que j'allais pas retourner à mon bureau, quoi. C'était terminé. Je ne savais pas par contre où j'allais. Mais au moins, je savais où j'allais plus. C'était déjà ça. C'est là où j'ai commencé à mettre mes pratiques en œuvre un peu plus en avance, la méditation, la marche contemplative, le tai chi. Tout ça a fait aussi que ça a été des éléments vraiment entraînants pour moi qui m'ont permis de ressortir la tête de l'eau. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi l'ouverture aux associations, donc se créer un nouveau tissu social. Et ça, c'est très important, parce qu'on ne reste pas dans son coin, on fait des choses.
c'est un changement assez radical dans ma vie parce que je passais d'une vie professionnelle très dense à plus rien du jour au lendemain. Et c'est ce que m'avait dit le psychologue du travail qui me suivait. Il m'a dit le plus long pour vous, c'est de bien intégrer que vous allez être arrêté longtemps. Il ne voulait pas me dire que ça allait être compliqué de retourner à l'usine, mais c'était ce qui se cachait derrière. Et c'est ce que m'a confirmé d'ailleurs la médecine du travail. Donc, mais c'était pas grave pour moi parce que en tête j'étais déjà parti. Mm. Donc c'était pas grave. Burnout c'était simplement l'aboutissement. J'avais eu des prémices, j'avais des avertissements, j'en ai pas tenu compte bien sûr. Mm. Donc c'est pour ça qu'un jour on se retrouve paralysé sur son canapé un dimanche matin, à plus savoir quoi faire et voilà, on appelle au secours quoi. Ça a débuté comme ça et comme j'avais une vie salariée très dense, je ne pouvais pas me donner du temps aux autres au travers les associations. Quand vous êtes, je dirais, du lundi au vendredi soir parti de chez vous à courir l'Europe, un coup en Espagne, le lendemain en Allemagne, après en Angleterre, c'est compliqué d'associer une vie à côté parce que vous ne savez pas ce qui est fait le lendemain. Donc c'est pour ça que le burn-out m'a permis aussi de faire ce que je n'avais pas eu le temps de faire, de me poser différemment et d'envisager de donner de mon temps, notamment au CPIE, donc la maison de la vie rurale, le centre permanent de la, à la- de l'é- le CPIE, Centre permanent d'initiative pour l'environnement, j'y arrive. Et donc donner le coup de main, je dirais en rentrant dans le conseil d'administration dans un premier temps, ensuite dans le bureau, devenir coprésident et puis apporter, je dirais, ma contribution d'une manière ou d'une autre. Je suis rentré dans cette association parce que ça touche d'abord l'éducation. C'est-à-dire que le plus gros programme, un des plus gros programmes, c'est l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et là, on a une équipe de salariés qui est vraiment super, qui encadre et qui apporte, je dirais, toute leur expertise, leur connaissance, leur expérience sur le domaine environnemental aux enfants dans les écoles à venir sur notre site de la Maison de la Vie Rurale. C'est vraiment de très belles actions qui marchent dans les deux sens parce que nous, on s'enrichit de cette jeunesse qui vient nous voir et qui anime, qui apporte vraiment une vie, une magnifique vie à ce site et à cet environnement dans lequel les gens travaillent. Donc voilà, ça c'était un beau projet et on continue avec ce projet sociétal au niveau du CPIE. Il y a l'aspect environnemental, mais l'aspect environnemental va bien au-delà, c'est quel est l'impact aussi sur notre environnement proche et comment faire aussi pour que on puisse intégrer d'un point de vue social le plus largement possible les gens qui sont dans nos proximités. Et c'est pour ça qu'on a essayé de construire un projet social donc, qui a commencé avec un espace de vie sociale, donc euh, à accueillir des gens qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'accueillir, de créer des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de créer, pour créer du lien. C'était le cas notamment avec le bricollectif, où on travaille sur l'environnement au travers de la recyclabilité du matériel, mais aussi sur cet aspect faire du lien. Et ça c'est important, c'est très important. Donc, là, Demain Vendée, eh bien, c'est encore une autre histoire. Donc là, comme je disais, j'étais déjà intégré dans l'équipe. C'est un superbe projet qui permet, qui a permis, et qui permet encore de parler d'initiatives au quotidien des gens très locaux euh, sur des petites choses de rien du tout, mais qui font que ça va alimenter, comme je disais tout à l'heure, c'est la goutte d'eau qui va alimenter la rivière, qui va alimenter l'océan. Donc, et c'est important de le faire. C'était au travers
un week-end bien-être qu'on avait organisé, un week-end slow life, donc avec Bénédicte, l'écoute intérieure, qui m'a dit que ce serait peut-être une orientation à prendre. Donc ça, c'était il y a plus d'un an maintenant. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de recevoir des gens chez soi, les accueillir, leur préparer à manger, préparer la maison pour eux, et que ça pouvait être une activité rémunératrice comme une autre. Et ça me plaisait, l'idée me plaisait beaucoup. Donc je me suis lancé l'année dernière. Donc j'ai fait beaucoup de travaux dans la maison, j'ai investi aussi, j'ai investi dans un bas nordique notamment, pour garder le sens que je voulais donner à cette chambre d'hôte autour du bien-être. Donc le jardin, lui, y contribue. Donc plus de 9500 mètres carrés autour de la maison, y contribue, avec des allées qui sont tracées ici et là, des endroits pour se poser, une grande toile d'activité, une toile de tente d'activité pour les jours où le temps est moins agréable, et puis une maison où les gens tout de suite savent se poser, et que je puisse leur proposer aussi des moments de détente au travers un bain nordique, ou ce que peut proposer Bénédicte via des massages ou des soins énergétiques. J'anime dans un week-end slow life un petit atelier tai chi d'une heure et demie, parce que je sais faire. Les groupes sont petits, restreints, mais ça apporte vraiment une qualité de suivi, d'attention, d'émotion aussi, qui est très important. C'est Steve Jones qui disait si vous ne travaillez pas pour vos rêves, d'autres vont vous embaucher pour travailler pour les leurs. C'est un peu ça. Si vous vous levez à 6 heures du matin tous les matins pour vous mettre dans un bureau 8 heures de rang pour quelqu'un d'autre, bon, alors je ne dis pas collectivité, c'est différent, parce que vous travaillez pour la collectivité. L'optique est un peu différente, la démarche est un peu différente quand on est dans le service public. On est au service du public. C'est une optique complètement différente. Mais quand on est dans le privé, on travaille pour quelqu'un. C'est un conseil de surveillance, c'est des gens, des actionnaires. C'est un peu différent. Donc quand on est dans son quotidien à travailler pour soi, là, si on a envie de travailler 10 heures dans la journée, on travaille 10 heures dans la journée. Mais si on a envie de travailler 3 heures, on travaille 3 heures. Quand on a l'impression de travailler. C'est-à-dire que le fait de faire des activités, certains vont dire que c'est du travail, mais pour autant, pour nous, c'est une activité. Alors effectivement, on peut lui coller l'étiquette travail, mais c'est du plaisir avant tout, quoi. Parce on sait où on va, on sait dans quoi on s'engage, on le fait pour soi, on le fait soit pour ses enfants, peu importe, ou son entourage, mais c'est avant tout pour soi. Mon burn-out m'a amené à avoir du temps, et effectivement, je cherchais un petit peu ma voie avant de trouver celle-ci. Quand je parle de ça, c'est chambre d'hôte, hébergeur. Et on m'a proposé d'aller rejoindre une école de naturopathie. Ce que j'ai fait, avec le plus grand plaisir, mais avec, comment dire, avec toute l'innocence de ne pas savoir où je mettais les pieds. C'était vraiment une découverte la plus totale, mais qui résumait en fait, au travers de cette école, c'était intéressant parce que ça résumait beaucoup de pratiques que je faisais à l'époque, que je continue un peu à faire, mais prendre soin de soi, c'est-à-dire regarder ce qu'on met dans son assiette. Comme j'aime bien travailler mon alimentation, ça commence par là. Je travaille aussi, enfin, j'aime pas le mot travailler, j'utilise beaucoup les plantes, mais ça, c'était mon quotidien. Je suis en train de chercher en même temps que je parle, je ne suis pas sûr d'avoir un seul médicament à la maison. Par contre, des huiles essentielles, vous allez en trouver pour soigner le foie, pour vous soigner le rhume, pour soigner plein de choses, mais parce que ça reste des éléments qui sont dans la nature, c'est naturel. Et la naturopathie, cette année de naturopathie m'a permis de mettre des mots
derrière toutes ces pratiques. De compléter bien sûr, d'avoir une vision naturopathe, mais c'était vraiment surtout mettre des mots sur ce que je faisais déjà. Donc, et de me confirmer que j'étais dans la bonne voie quelque part, quoi. Une voie qui, toute vraisemblance, bah, apporte l'équilibre à la personne, je dirais, par moi, ça commence par moi, et puis une fois que, quand on sait vivre dans ce cadre-là, c'est plus facile de montrer l'exemple. Euh, et méditation, et tai chi, et marche en conscience, donc plein de choses qui vont faire que ces éléments, les uns à côté des autres, ben, votre hygiène de vie, quelque part, évolue, vous évoluez aussi, et vous évoluez aussi, vous faites évoluer votre niveau de conscience. Donc là, on peut après revenir sur autre chose, c'est-à-dire la naturopathie m'a ouvert aux chakras notamment, aux alignements, à rester attentif à l'intuition, par exemple. Tous ces éléments-là et à m'élever, spirituellement. Je ne dis pas religieusement, je dis spirituellement. Et ça a été vraiment très important. Parce que ça fait partie de cet alignement qu'on va chercher au travers. Ben, si vous savez, si vous voyez, si vous avez encore en tête la représentation des chakras, vous voyez une ligne verticale qui part du chakra racine au chakra couronne en passant par le chakra du cœur. Et c'est le cœur qui est le cœur de votre vie. C'est-à-dire que tout ce parcours m'a emmené à découvrir que c'est vraiment l'amour qui est la première pierre qu'il faut mettre dans votre édifice de vie. Et là, quand vous avez mis cette première pierre, il faut la conserver. Et c'est celle-ci qui va rayonner dans votre vie, quoi, dans vos pratiques, dans tout ce que vous faites. Et à chaque fois que vous faites quelque chose, si vous le faites pour vous ou pour les autres, si vous mettez ne serait-ce qu'un gramme d'amour, c'est suffisant, mais mettez quelque chose qui va bien, quoi. Voilà. Et moi, j'appelle ça de l'amour, simplement. C'est ça, c'est ce cadre-là qui me permet de me poser aussi. Et c'est ce cadre-là qui permet d'avoir un quotidien, je dirais, qui soit vraiment dans une temporalité qui est vraiment très très décalée. J'ai l'impression d'être souvent décalé. Quand je sors de chez moi, que je vais en ville, grosse ville, je ne parle pas de Pouzauges, mais si je vais à Angers, Nantes, là, j'ai l'impression d'être dans un autre monde, quoi. Vraiment. Une chose importante qui a été, une chose vraiment très importante, c'est l'abandon de la télévision aussi. Et ça a été, c'est ce que je dis, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire. Abandonner la télévision, je l'ai abandonné en 2007. Mais 17 ans que du bonheur, quoi. C'est-à-dire que si je veux aller chercher l'information, je vais chercher l'information, je ne subis plus l'information. Quand je veux aller voir un film, je vais regarder le film qui m'intéresse, sans coupure de pub. Je me suis organisé pour avoir des outils informatiques sans publicité. Par contre, quelque part, ça vous coupe du monde actuel, parce que vous n'êtes plus dans cette mouvance de la mode, des us et coutumes, du langage, des façons de voir, parce que vous avez toujours un temps pas de retard, mais vous avez du recul par rapport à l'immédiatité. Le mot est compliqué, je vais aller faire plus simple peut-être. Par rapport à cette vie qui est tout de suite maintenant. C'est une vie de consommation. Je consomme, je suis content. Moi je consomme pas, je suis content. Ou je consomme peu. Mais voilà. Alors je raisonne toujours, par exemple, santé, enfin santé. C'est mon œil naturel, mais je regarde ce que je mets dans mon assiette. Et pour regarder ce que je mets dans mon assiette, je regarde qui peut me fournir les produits qui vont bien. Et c'est pour ça que j'ai changé mes habitudes de consommation. Je vais plutôt aller chercher les éléments chez un maraîcher bio,
qu'en supermarché, pour beaucoup. Donc moi, mon quotidien, c'était de toute façon tendre vers le minimaliste. Donc trouver des choses qui vont bien. En cuisine, j'ai privilégié le gaz, par exemple, plutôt que l'électricité. Bon. Là, j'ai changé mes habitudes, mais initialement, alors j'ai changé mes habitudes à cause de la table d'hôte, mais avant la table d'hôte, j'avais un tout petit frigo. Donc j'avais vraiment le minimum nécessaire dans ce frigo. Pas de congélateur, donc c'était ça aussi. Vraiment manger frais le plus possible. Donc c'est aussi adapter ses équipements par rapport à ça. La maison a été conçue, par exemple, sans garage. Les chambres sans pratiquement aucun rangement. Donc c'est pour limiter aussi l'accumulation. Et puis, de manière régulière dans mon quotidien, par exemple, alors c'est pas un quotidien, c'est pas au jour le jour, mais peut-être au moins deux fois par an, je fais le tour de mes armoires et s'il y a des fringues, des vêtements qui n'ont pas bougé depuis un an, je préfère m'en débarrasser, je les donne. C'est vrai aussi, alors c'est principalement vrai pour les vêtements, pour les objets aussi. Il y a des objets que je mets dans des coins et puis on en met partout. Mais au bout d'un moment, bon, ben, on vide. Et c'est ça l'idée, c'est-à-dire vider, savoir vider aussi. Euh, c'est très important. C'est une démarche aussi. C'est un peu comme si vous méditiez et vous videz votre être, vider les placards, être. C'est aussi se mettre dans cet état d'esprit où on se vide. On vide physiquement, mais on vide aussi l'esprit. Et donc ça nettoie, c'est un nettoyage par le vide, et ça c'est super bien. C'est vraiment super bien. Donc ça fait partie du quotidien, je dirais plutôt maison. Hein. Si on a une vie de consommation, je dirais un petit peu à outrance, c'est sûr que ce que je gagne, ça ne me suffirait pas. Mais en étant dans cette optique de simplicité, de minimalisme et autres, ce qui fait que le peu que ça couvre mes besoins, quoi. Le peu que je gagne couvre mes besoins. Voilà. Et puis quand vous devez tailler l'herbe, c'est peut-être c'est ce que j'ai fait, je fais des passages, des allées, et ce qui permet à la biodiversité de se développer, d'être toujours présente, et de trouver des espèces protégées sur mon terrain. J'ai par exemple, c'est le triton marbré. Donc ça, j'en ai quelques-uns ici. Mais c'est ça aussi la nature. C'est rester presque avec son âme d'enfant et s'émerveiller en fait de tout. Parce que la nature, bah, vous allez voir passer un pivert, off, c'est pas tous les jours qu'on va passer un pivert. Donc ce matin c'était un écureuil. C'était génial. Et c'est ça, quoi. Vous sortez de la toile de tente, c'était au printemps, on sortait de la toile de tente d'activité. Qu'est-ce qu'on voit? Magnifique couleuvre verte et jaune. Bah, puis elle bougeait pas. On a eu le temps de la prendre en photo tranquillement. C'est assez incroyable, quoi. Et c'est ça en fait, avoir le plaisir de profiter de la nature et de ce qu'elle nous propose. Parce que les gens disent oui mais c'est pas beau, pourquoi tu as tous ces chardons? Oui, j'ai des chardons, c'est vrai que passer une certaine époque dans l'année, bon, ça fait négliger. Mais ce que ne voient pas les gens, ce sont les chardonniers élégants qui viennent se nourrir des graines des chardons. Et quand vous avez fait le lien entre chardon et chardonnay, là vous comprenez que la plante a trouvé son, son oiseau, et l'oiseau sa plante. Et là c'est merveilleux, vous voyez ces oiseaux qui viennent en dizaines sur les chardons que vous avez laissés. Et ça, enfin, tous les tickets de cinéma, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine de me les proposer. Ça, c'est des spectacles qui sont magnifiques. Donc c'est ça aussi la biodiversité, c'est se faire plaisir parce que on laisse pousser, on laisse faire la nature et
la nature vous le rend, d'une manière ou d'une autre, quoi. C'est ça qu'il faut voir. J'étais pas, comme on dit, je suis pas tombé dedans quand j'étais petit. Mm. Donc la prise de conscience écologique, quand vous faites dans l'année, vous prenez 75 fois l'avion dans l'année, c'est pas forcément naturel. Donc et j'ai eu cette prise de conscience suite à un accident de voiture. Donc alors moi j'ai rien eu, la voiture était plutôt achetée, mais de fil en aiguille, je cherchais à faire des économies parce que ça m'avait impacté financièrement et je cherchais à faire des économies. Et je suis tombé sur des façons de faire euh, que j'ai trouvées plutôt sur des sites dits écologiques. Je cherchais à faire mes produits lessiviels par moi-même. Donc j'ai appris à faire du savon. Donc je fais mon savon par exemple. Je fais mes produits de lessive. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur des gens comme Pierre Rabhi, par exemple. Sur des films comme En quête de sens, de Marc de la Ménardière, ou alors comme Demain, de Cyril Dion. Ça, c'est des éléments qui ont été très impactants et qui m'ont fait réfléchir sur, je dirais, un petit peu tout ça, tous ces éléments-là. Et je me suis retrouvé sur beaucoup de choses qui résonnaient en moi, donc ce qui m'a fait progresser. Je dis mais oui, il y a une autre façon de voir, c'est comme si je venais d'ouvrir une boîte de Pandore et qu'il y avait vraiment plein de choses à faire, des choses que je pressentais, que j'en avais conscience, mais que j'étais plutôt dans le déni, refusé. Parce que c'était pas moi, ça correspondait pas à l'image que je voulais redonner, renvoyer. Quand on est professionnel, avec la cravate à longueur de journée, bon, il y a un décalage, quoi. Et puis il y a eu aussi un ouvrage très important pour moi, de Christophe André, un psychiatre qui travaillait sur un hôpital parisien, je ne sais plus lequel, donc je ne le dirai pas, euh, sur l'estime de soi. Et là, ça m'a fait prendre conscience que le regard des autres, j'estimais que le regard des autres était beaucoup plus important que mes propres choix. Et quand j'en ai pris conscience, j'ai commencé à faire mes propres choix. Et c'est comme ça que j'ai commencé à cheminer tout seul, à lâcher de plus en plus le regard des autres. Vous voulez me voir comme ça? Eh bien, c'est pas comme ça que vous allez me voir. Et donc, j'ai évolué dans ce sens aussi, et j'ai pris voilà, de l'autonomie par rapport aux autres, et j'ai fait par rapport aux autres, peu importe, ils font pas, c'est pas grave, je me suis mis en chemin tout seul. Et ça, c'est important. Ça a été vraiment un facteur très important. Et au même moment, c'était le second ouvrage que j'aime bien citer, c'était L'art de la simplicité de Dominique Leroux, qui vous fait revoir l'essentiel sur ce que vous avez chez vous, comment vous vivez, et ainsi de suite. Et ça tombait dans une époque où je faisais du Kyodo. Le Kyodo, c'est des tirs à l'arc traditionnels japonais qui se pratiquent en kimono dans un kyodojo. Et donc dans quelque chose de très Japon, très japonisant. Et Dominique Leroux était une personne vivant au Japon, apportait aussi ces éléments-là et qui ont eu résonance, qu'on fait résonance avec cette pratique-là et ce que je vivais dans cette pratique. Et voilà, c'est les choses qui se sont alignées au même moment, on va dire. Donc le minimalisme, la simplicité, l'estime de soi, je fais, point. Et j'ai fait ma maison en bois. J'ai eu beaucoup de personnes qui me disent pourquoi tu fais une maison en bois. On m'a même cité les trois petits cochons. Bien sûr, ça va prendre feu. Bon.
je prends le risque. Voilà, c'est ça aussi. Euh, et pour revenir à ce que je disais en introduction, c'est savoir aussi se rendre heureux par soi-même. On n'a pas besoin des autres pour être heureux. On a besoin d'être bien là où on est, dans ce qu'on fait. Et si ça nous rend heureux, bah c'est voilà, c'est bien, c'est le principal. Et en réalité, je me prends jamais la tête à savoir si je suis heureux ou pas. Je le suis, c'est tout. Je me prends pas la tête, plus la tête tout du moins. Et quand je vois toutes les émissions qui peuvent exister, les articles de journaux dans les magazines ou autres, à la en quête du bonheur et autres, bah, non, moi je suis bien. J'ai pas besoin de tous ces artifices. Ça contribue au contraire à la misère du monde, quoi. C'est-à-dire que les gens, on leur crée un imaginaire et ils sont tellement éloignés de cet imaginaire qu'on leur vend comme étant la meilleure et la plus belle des choses ils en sont tristes parce que c'est quelque chose d'inatteignable pour eux. Et c'est ça aussi qui fait que les gens, ben, ils sont malheureux. Alors que s'ils vivaient dans un quotidien dans lequel ils sont bien, sans s'occuper de oh, ils veulent une voiture comme ci, ben, oh, ils veulent une maison comme ça, très bien, faites. Mais voilà, j'ai un quotidien qui est relativement simple, alors qui ne convient pas forcément à tout le monde, j'en conviens, qui me convient principalement, et c'est ça l'essentiel, je pense. La nature, c'est vraiment l'élément essentiel. Vraiment quelle que soit la nature, je veux dire, la nature, on n'imagine pas. Euh, la nature, c'est pas que les champs, la campagne, les petits oiseaux, quoi. C'est vraiment. Il faut bien voir, la nature, c'est un ensemble, encore une fois. C'est surtout, et c'est vraiment une très bonne école qu'on ne veut pas écouter, comme d'habitude, mais c'est l'école de la résilience. C'est-à-dire que c'est avant tout, la nature, ce sont des cycles. Et ce sont des cycles qui sont faits pour nous, parce que nous faisons partie de cette nature. Et ça, c'est plus compliqué à faire. C'est-à-dire que notre vie, la vie, je dirais, du quotidien moderne, nous donne des cycles différents, beaucoup plus courts, donc plus effrénés, dans une temporalité complètement différente de ce que pourrait être le cycle de la nature. Si on écoute le cycle de la nature, on voit bien qu'en été il faut s'activer et qu'en hiver on doit se reposer. Parce que la nature c'est comme ça, les journées sont plus courtes, donc on a moins de temps d'activité, beaucoup de temps pour se reposer, pour réfléchir, peut-être pour avoir une vie sociale plus développée à ce moment-là, mais dès que les beaux jours arrivent, les journées allongent, on a des temps d'activité qui sont plus longs, et ben, il faut en profiter. Et c'est ce cycle de la nature qui revient sans cesse qu'il faudrait être à même de pouvoir vivre et intégrer dans son quotidien. Et ça, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que vous êtes scotché devant votre télé jusqu'à 11 heures du soir alors que la nuit est tombée depuis au moins 5-6 heures en hiver. Et bien oui, votre organisme, lui, il va réagir complètement différemment. La production d'hormones va être complètement différente. Et puis vous avez, alors c'est pas les maladies, mais des mal-être qui vont se créer à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas, encore une fois, en synergie avec ce qui doit être. Vous êtes décalé. Et donc votre corps est lié à la nature. La production d'hormones, la production de choses chez vous font que si vous êtes décalé par rapport à ce cycle-là, ben, votre cycle interne est décalé. Et voilà, c'est tout. Et donc on va générer des mal-être, on va générer des gens en plein les hôpitaux, des gens qui sont, en France, on est les champions du monde des antidépresseurs. Et voilà, c'est ça. Donc si on arrive à revenir sur le cycle de la nature d'une manière ou d'une autre, alors que du bonheur, que du bonheur.
Mais ça veut dire se détacher aussi de ce quotidien, de cette comment dire, volonté d'être les parents parfaits, d'avoir les élèves parfaits, les enfants parfaits, d'avoir la famille parfaite, la maison parfaite, la voiture parfaite. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut vivre dans l'imperfection matérielle, mais la perfection de la nature. La seule chose parfaite qu'on ne suit pas, c'est la nature. Mais on voudrait que tout le reste soit parfait. C'est quand même paradoxal. C'est vrai que c'est bien dit. Ouais. Hein? Alors que Ouais, la nature, on y regarde un peu plus près, mais partout on voit le nombre d'or, partout on voit cette, enfin, c'est merveilleux quoi quand on s'y attache. On peut se servir de la nature pour se soigner, c'est, pour se nourrir, pour se vêtir, pour s'abriter. Enfin, on peut tout faire. Mais on oublie tout. On oublie tout. On se met dans des villes, il n'y a plus un brin d'herbe, on se met dans des cages à lapins, voilà, c'est du béton partout. On n'est plus en lien avec le cosmos parce qu'on ne voit plus les étoiles le soir. Voilà, on coupe ce lien avec la nature. Quand je faisais de la naturo, les premiers conseils que je disais aux gens, la première chose et la dernière chose que vous devriez faire dans la journée, c'est de marcher pieds nus dans l'herbe. Et ça, tout le monde devrait le faire, pour se raccrocher à la nature, mais se raccrocher physiquement. Physiquement. Donc voilà, si on devait aller plus loin dans la nature, ça serait vraiment sur ça, c'est vivre la nature, mais la vivre pleinement, dans son cycle, dans son entièreté, voilà, dans son quotidien, être dans le rythme. Et quand on parle slow life, on dit slow life par rapport à une vie moderne, mais je dirais il faudrait qu'on organise des week-ends in life. C'est-à-dire en vivant, dans le vivant, mais dans le vivant naturel, dans le vivant de la nature. Et voilà. Donc demain matin, c'est pas 8 heures, on attend que le soleil se lève d'abord. Et cet environnement urbain contribue au mal-être des gens. L'environnement urbain, on est loin de la nature. Donc dès lors qu'on est loin de la nature, c'est sûr on va générer des problèmes psychologiques, physiologiques et physiques. Donc les gens vont générer des cancers, vont générer des dépressions, vont générer plein de choses comme ça. Alors que dans la nature, quand vous êtes bien, mais moi, à chaque fois que j'appelle pour avoir déjà à chaque fois, la dernière fois que j'ai appelé mon toubib, ça remonte à 5 ans maintenant. Voilà. Mais depuis 5 ans, j'ai jamais vu aucun toubib. Et la dernière fois que j'en ai eu besoin, on m'a dit qu'il était parti à la retraite depuis 3 ans. Donc, mais c'est ça. Donc il y a tout ça, oui. Savoir où on est, savoir prendre soin de soi aussi. Ouais, c'est ça. Le bien-être. C'est pas des formules magiques. C'est pas un cachet qu'on va prendre. C'est vraiment une façon de faire, des façons de faire, des façons de voir. Couper sa télé, être responsable, ne pas comment dire, ne pas déléguer sa vie. C'est faire. On n'est plus dans le faire-faire, on est dans le faire. Mais c'est être aussi, au lieu de juste faire, c'est de trouver faire de faire ou avoir, vraiment être dans l'être. C'est ça. C'est une petite pancarte que j'ai dans une de mes chambres. C'est, et résume un petit peu ça, c'est être heureux ou avoir raison. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans l'être. Et quand vous êtes dans l'être, comme je disais tout à l'heure, pas besoin de le dire ou de le mentionner, vous êtes heureux. Ou alors, avoir raison. J'ai raison. Je suis heureux. Parce que j'ai ça, parce que je suis ça, parce que j'ai. Mais non. Si ce que tu as te donne du bonheur, t'en finis plus. C'est 2, 3 maisons qu'il faut que tu achètes, parce que t'en finiras jamais d'avoir.
Alors que quand tu es, tu n'as besoin de rien. Et toi, c'est tout. Alors, les désastres écologiques, je ne suis pas sûr. Enfin, ils ont toujours existé, je pense. Le problème, c'est que ils en sont devenus des désastres parce qu'on ne sait pas écouter ou observer la nature. Quand dans une école, une cour d'école, le milieu de la cour d'école s'est rempli de goudron ou de béton, vous êtes sûr que quand il va pleuvoir, l'eau, il va falloir qu'elle s'écoule. Elle ne va pas être absorbée. Alors déjà, l'environnement pour les enfants, c'est pas intéressant, mais on voyait bien que l'eau, un facteur important. Si dans une ville, vous bétonnez tout, votre eau elle va s'écouler, elle ne va pas être absorbée. Donc qu'est-ce qui se passe? On parle de catastrophe parce que les projets immobiliers vont plus vite que les projets collectifs. C'est-à-dire que les promoteurs immobiliers vont acheter et vont créer des lotissements très rapidement, mais les infrastructures des villes ne vont pas évoluer en fonction de ça. Ce qui fait que là où une buse pour le passage de l'eau était suffisante il y a 10 ans, aujourd'hui, elle est complètement sous-dimensionnée par rapport aux eaux suite à un orage qui va venir. Donc c'est pas tant la catastrophe écologique, c'est le fait de ne pas avoir imaginé tous ces éléments-là en urbanisme. Donc la nature, elle est ce qu'elle est. Si vous enlevez les villes et si vous enlevez tout ce qui imperméabilise le sol, bah, c'est un orage, point. Puis moi, quand j'ai un orage ici dans mon jardin, j'ai un orage. Ça tombe, ça s'absorbe, c'est tout. Ça, j'en fais pas des. Alors que de l'autre côté, simplement de l'autre côté de la route, eh bien, les agriculteurs ont tassé leur terrain tellement fort, à force de passer avec leurs engins, que la moitié du champ arrive sur la route au premier orage. Alors qu'ici, j'ai de l'eau, mais l'eau s'absorbe rapidement, quoi. C'est pas des catastrophes naturelles, c'est des catastrophes, je dirais, qui sont liées, je dirais, à la méconnaissance de l'homme ou alors à la non-anticipation de l'homme sur l'évolution de son environnement, son propre environnement. Simplement ça, je pense. Après, la nature, elle, enfin la Terre, la planète, elle est là depuis des millions d'années, elle sera encore là après nous. Donc, et elle a ses propres cycles, encore une fois. Et si on ne sait pas écouter ces cycles de la Terre, déjà le cycle de la saison, mais si en plus les cycles de la Terre, on commence à les connaître aujourd'hui, on sait l'impact de ces cycles sur la nature. On sait faire les carottages dans les calottes glaciaires et voir, mesurer les taux de CO2 de certaines époques. On sait voir s'il y a eu des périodes glaciaires, on sait voir d'un point de vue climatologique. On peut tracer tout ce qui a existé avant nous, et on peut s'apercevoir aussi que aujourd'hui, on n'est pas plus mal loti que certains quelques siècles avant. Donc, mais si on n'y prend pas, si on ne fait pas attention à tous ces éléments-là, si on reste dans une conception, je dirais, à la petite semaine, eh bien effectivement, on va avoir des catastrophes climatiques, on va avoir des inondations, on va avoir des ouragans, on va avoir plein de choses qui vont nous apparaître comme des cataclysmes, mais en fait c'est la nature qui répond, point. Et c'est nous qui ne sommes pas adaptés, c'est tout. On nous évoque la surpopulation mondiale. Ça c'est des discours qu'on entend de temps en temps, comme quoi on serait trop nombreux. Quand on regarde le nombre de mètres carrés disponibles, de kilomètres carrés disponibles sur Terre, on pourrait faire tenir la population mondiale dans un état comme le Texas, aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on a largement assez sur la planète, pour tout le monde, mais largement. Mais les politiques urbaines, les politiques, alors je ne sais pas si c'est vraiment des politiques, parce que le sens politique, ce serait plutôt
contraire, être au service de la collectivité, mais là, en l'occurrence, non. On, on veut mettre les gens, renfermer les gens dans des villes. On veut vraiment les pousser dans les villes. Et jusqu'à développer des concepts de villes de 15 minutes. Donc il y a une aberration, quoi. Alors que on a tout à portée. Dans n'importe quelle périphérie urbaine, vous avez la campagne. Pourquoi pas aller vers la campagne plutôt que la campagne vers la ville. Ça, mais on y arrivera. Naturellement, on y arrivera. Et ça fait plus de 15 ans. J'évoquais ça avec un collègue. Euh, on a eu l'exode rural. Euh, on verra dans les années à venir un exode urbain. Et c'est un peu ce qui s'est passé au moment du confinement. On a eu ça. Au moment où ils ont décidé de boucler les gens chez eux, les gens des villes, la première chose qu'ils ont fait, c'est partir des villes. Ceux qui pouvaient. Ceux qui pouvaient. Donc, quelque part, on sait, mais on est dans le confort. On ne veut pas aller. On veut pas tester ce genre de choses. On ne veut pas aller dans la nature, parce que la nature, bah oui, mais je ne peux pas aller au restaurant quand je veux, je ne peux pas aller au ciné quand je veux, je ne peux pas aller au théâtre quand je veux, je ne peux pas aller à la piscine quand je veux, je ne peux pas faire ce que je veux. Mais ok, mais est-ce que tu as besoin de ça pour vivre? Est-ce que tu ne peux pas trouver d'autres activités? Oh mais c'est chiant. Voilà. Ah non mais avec les mecs, enfin quand on est en campagne, on se fait traiter de tous les noms quoi. Par rapport aux gens, aux urbains. Donc ok, je suis peut-être un clampin, je suis peut-être un plouc, je suis peut-être un. Appelez-moi comme vous voulez, je m'en fous, mais je suis bien chez moi. J'ai pas besoin de tout ce, ces artifices pour bien vivre. Quoi. Et c'est ça surtout. Savoir se limiter. Je dis pas qu'il faut pas aller au théâtre. Je dis pas qu'il faut pas aller écouter des bons concerts. Non. Mais il faut pas que ça soit un choix de vie. Il faut que ça soit un choix d'un moment, un instant. Mais c'est pas votre vie. Vous ne vivez pas à côté du théâtre ou du restaurant. Ou du... Ah si vous vivez en ville, c'est ça. Mais vous vivez en ville. Mais vous vivez en dehors d'un environnement qui pourrait vous apporter beaucoup plus. Déjà, ne serait-ce que ce que je précisais auparavant, vivre avec la nature, c'est pas aussi simple que ça. Parce que tout le monde n'a pas un environnement comme j'ai. Là, je peux dire que je suis vraiment parmi les. Je suis pas riche, mais je suis privilégié. Et ça me suffit. Et, je pourrais le partager avec beaucoup de personnes, ça c'est certain. Après, les, on est on est dans, je dirais, euh, dans une société qui est sous l'emprise de la peur. C'est vraiment ça aujourd'hui. On veut nous imposer la peur par tous les moyens qu'on peut. Par exemple, le réchauffement climatique, qui de mon point de vue est instrumentalisé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas réchauffement, mais on s'en sert pour faire peur aux gens. Quand ça ne marche pas, moins bien, ben on leur colle des épidémies. On l'a vu avec le Covid. Le Covid, si vous écoutez d'autres, ceux qui connaissent bien le sujet en France, ils vont vous dire que bah, c'est effectivement un coronavirus, mais comme un rhume ou comme une grippe. C'est pas plus mortel qu'autre chose, quoi. Mais on en a fait une épidémie. Quoi. On a fait vraiment tous les jours, présenter à la télévision le nombre de morts. Mais c'est impressionnant. C'est fou, quoi. Dans quoi on est tombé? Faire vacciner les gens les plus vulnérables, les femmes enceintes, les enfants qui n'en ont pas besoin, c'est vraiment... c'est la peur. On fait peur aux gens. La vaccination, le Covid est passé, on essaie, et là c'est ce qu'ils sont en train de sortir, ils essaient de sortir une nouvelle maladie, une nouvelle épidémie du chapeau pour encore pousser au confinement.
les gouvernements, que ce soit en Europe de manière générale, poussent les gens à bout pour qu'ils se révoltent, soit parce que les points de vue financiers, ils leur font faire, enfin, ils submergent les gens de taxes, ou alors des injustices, comme on voit avec les meurtres qu'il peut y avoir à longueur de journée qu'on entend. C'est la peur du migrant, la peur de l'autre, et ainsi de suite. La guerre aussi. On est des vats en guerre alors qu'on devrait être des vats en paix. Mais non, on met la guerre en avant. Alors qu'on aurait pu arrêter la guerre quelques mois après son démarrage, mais qu'on n'a jamais voulu. Les vendeurs d'armes n'ont jamais voulu. Et oui, encore la peur. Donc, tant que vous êtes sous ce couvercle, dans une cocotte minute où la peur fait votre quotidien, ben, effectivement, vous n'allez pas vous en sortir. Donc il faut d'abord sortir de cette peur. Et en sortir, c'est prendre conscience des choses. Et c'est pas simple, parce que les choses, on vous les dit, on vous les répète à longueur de journée, soit à la radio, soit à la télé, que ce soit en ville, sur des écrans géants, des choses comme ça. Mais il faut sortir de tout ça. À partir du moment où vous sortez un petit peu de tout ça et vous prenez conscience de ce qu'on vous fait, des informations qu'on vous apporte, allez chercher à votre tour d'autres sources d'informations, d'autres façons de voir les choses, et puis laissez cette peur aux autres, laissez cette peur à ceux qui essaient de vous la vendre. Mais il faut d'abord sortir de cette peur, parce que la peur vous emmène à faire n'importe quoi. C'est bien le but du jeu, c'est bien nous faire n'importe quoi. Et on reste des soumis à ce moment-là. On est soumis à la peur, à la volonté des autres. À partir du moment où cette peur, vous la dégagez, déjà vous avez fait beaucoup. La plus grande peur des gens, c'est leur propre mort. Vous avez vos propres peurs. Donc gérer déjà ça, ça sera déjà pas mal. Donc si la peur des autres, vous l'évacuez, déjà revenez à ce que vous devez être. Ça va vous permettre de vous remettre, je dirais, dans l'alignement, dans votre alignement, dans ce que vous souhaitez faire, dans ce que vous souhaitez être. À partir de là, ça sera beaucoup plus fluide. Vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont être dans cette même, je dirais, énergie. Et là, oui, ça va être intéressant. Tant qu'on n'aura pas passé ce pas-là, je dirais que, je ne dis pas que les choses sont impossibles, mais les choses sont compliquées. Voilà, c'est surtout ça. Il y aura toujours des gens comme moi à vivre différemment. Il y en a partout. Mais la masse, elle n'est pas là. Quand j'ai construit ma maison en bois, quand j'étais végétarien, ça représente 5% de la population. C'est pas grand-chose, 5%. Ça veut dire que les gens ils disent « Ah ouais, c'est super, ça c'est super bien ta maison en bois et tout ». Ouais, mais au final, on n'est que 5%. 95% des maisons qui se construisent, c'est avec du béton. Bon, ok. Voilà, c'est un peu comme être végétarien. Ça étonne. On dit il y en a de plus en plus. Mais en fait, c'est 5%. Aujourd'hui, quand on regarde les médias mainstream, alors pas les migrants, mais les wokismes, on parle du wokisme, on en entend parler partout. Mais quand on prend le recul, c'est une minorité qui n'est pas à 5%. Et on a l'impression qu'il y en a partout. Pourquoi on veut nous imposer des choses, je dirais, et quand il y en a peu, on n'en parle pas. Quand il y en a peu, certains on en parle beaucoup, on ne sait pas pourquoi, le wokisme, mais pour votre bien-être, il y en a peu, mais on ne veut surtout pas qu'il y en ait plus. Voilà, il y a des choses qui sont un peu paradoxales. Quand on voit des artistes,
des artistes qui prônent l'écologie responsable et tout ça, et qui s'achètent en parallèle un yacht de plus de 100 mètres, qui consomment des tonnes et des tonnes de pétrole et tout ça, mais c'est quoi l'idée, hein? Mm, mm. Ah oui, Ouais. faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Encore une fois, suivez l'argent. Mm. Encore une fois, suivez l'argent. Si on vous dit que le pétrole pollue, on met les filières alternatives en marche, en place, mais le pétrole il ne pollue pas partout de la même façon. Mais les filières sont en place. Pourquoi? Parce que c'est un autre profit qui va peut-être rejoindre la même finalité, mais les centres de profit sont diversifiés. Donc on masque à chaque fois, hop, oui mais non, il ne faut pas regarder ici. Regardez donc là, c'est une filière qui est plus intéressante que l'autre. Ok, ça pollue ici, le pétrole c'est pas bien, ou alors le pétrole il y en aura moins demain. Donc on est obligé de développer autre chose. Les éoliennes, il n'y a pas plus polluant sur la Terre, c'est-à-dire qu'on fait un dégât monstrueux en les implantant, mais en plus, quand elles fonctionnent, elles touchent à la santé humaine, et santé aussi des animaux, par la dégradation de leur pâle en fibre de verre. Et ça, on n'en parle pas, personne n'en parle. Mais ça devrait être un débat, je dirais, de santé publique. Implanter une éolienne, c'est pas le problème visuel, c'est le problème de santé publique que ça génère. Et ça, personne n'en parle. Mm. Voilà. Ouais, on met plus en avant le fait que ça On génère de remplace. l'électricité Ouais. quand il y a du vent. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Mm, mm. Ouais, ouais, on met en avant les énergies renouvelables en faveur voilà, des énergies fossiles en fait, et on en oublie les impacts Oui, qu'elles peuvent avoir au final sur la santé humaine, oui. notamment. Ouais, ouais, ouais. Et, C'est comme les véhicules électriques. mm, Les véhicules électriques, ok. Mais il y en a combien qui sont allés voir dans les mines de cobalt en Afrique que c'était des enfants qui sortaient le cobalt de la terre, quoi. Donc pour votre confort de véhicule électrique, vous acceptez de faire travailler des enfants au fin fond de l'Afrique. Vous êtes bien sûr là? ouais. C'est toute la chaîne qu'il faut regarder en fait, pas C'est ça. juste l'aboutissement, mais derrière, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, Bah oui, tout l'impact c'est ça. en amont et en aval en fait, Mm. le processus. C'est pour ça qu'il est important d'être bien informé, de rester bien informé. Et pas être informé, je dirais classiquement, Ouais, entre guillemets. Mais ouais. bien aller chercher les choses au fond des choses, bien se sourcer. Mm, euh, Parce qu'effectivement, on peut trouver tout sur Internet. mm, Mais il faut bien trouver les bonnes sources. Et là, ouais, on a des trucs, c'est pas joli. C'est mm. vraiment pas joli. Donc, il faut rester, je dirais, dans l'humain, parce que c'est la plus belle des choses, l'humain, dans son cœur, dans le cœur de l'autre. Et puis, après, ça, c'est ce qui va faire, je dirais, péricliter toutes ces mauvaises choses qui nous entourent. C'est vraiment cet amour-là qui nous porte et qu'il faut vraiment mettre en avant. C'est ça. Donc bon, il faut rester, faut garder l'espoir, on va dire.